Que peut-on attendre du S&P 500 en 2025? 2025 est enfin là. Après une année 2024 spectaculaire avec le MSCI World en hausse de 17%, le S&P 500 de 24% et le Nasdaq de 35%, sans oublier une inflation frôlant les 2%, de nombreux investisseurs se demandent: allons-nous continuer sur cette lancée ou sommes-nous au bord d'une correction historique? Mais attention, de nouveaux éléments viennent changer la donne. De la révolution de l'intelligence artificielle au retour de Trump à la Maison-Blanche, comment ces événements influenceront-ils les marchés? Restez jusqu'à la fin car nous explorerons non seulement les risques mais aussi les opportunités qui pourraient faire de cette année un véritable tournant historique. Aux performances des indices américains s'ajoutent d'autres progressions remarquables venues du Japon, de l'Allemagne ou même de la Chine, ainsi que des actifs comme l'or ou le Bitcoin qui grimpent de plus de 135%. Face à de telles envolées, nombreux sont les investisseurs à se poser une question cruciale. Ne sommes-nous pas proches d'un retour à la moyenne après une croissance aussi fulgurante? Après tout, 2021 était une année brillante, mais 2022 nous a bien rappelé à quel point une correction peut être brutale, n'est-ce pas? Il est naturel de ressentir une certaine appréhension devant tant d'euphorie. D'autant plus qu'au cours des 25 dernières années, le marché américain a enregistré une croissance annualisée d'environ 8 à 9%. C'est précisément pourquoi aujourd'hui nous allons examiner les arguments optimistes et pessimistes pour vous donner en toute transparence un avis, non une recommandation sur ce que cette année pourrait nous réserver. Avant tout, je tiens à être transparente avec toi, je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Et mon objectif est de partager des informations et des analyses basées sur des sources fiables pour t'aider à prendre des décisions éclairées. Cela reste cependant une simple option et je t'encourage vivement à faire tes propres recherches avant d'investir. Si ce type de contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et retrouve un lien vers ma newsletter dans la description. Faut-il s'inquiéter pour 2025? En réalité, si on y réfléchit bien, il y a toujours des raisons de s'inquiéter. Quand ce n'est pas une guerre, ce sont des indicateurs macroéconomiques décevants ou des chiffres statistiquement semblent déjà exagérément élevés. Parfois, c'est même tout cela en même temps. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux raisons pour lesquelles le marché américain pourrait montrer des signes de survalorisation. Protéger l'économie, droits de douane, protectionnisme et inflation. Comme vous le savez, Donald Trump est récemment redevenu président des États-Unis. Comme on pouvait s'y attendre, son retour présage de nombreux changements économiques pour 2025. Une politique fiscale moins contraignante, une augmentation des dépenses publiques, ce qui aura un impact sur la dette, et un tournant protectionniste en matière commerciale. Trump prévoit de nouveaux droits de douane, principalement contre la Chine, avec des taux minimums de 25% pour ses voisins, le Canada et le Mexique, et 10% pour les pays de l'Union européenne. Cependant, ces tarifs restent négociables. Face à cela, de nombreux experts tirent déjà la sonnette d'alarme. Un nouveau cycle inflationniste pourrait émerger, alors même que le précédent, débuté en 2021, n'est pas encore totalement résorbé. Cela tombe à un moment clé. Alors que les chiffres de l'inflation s'étaient améliorés et que la Fed entamait un processus de normalisation des taux d'intérêt, cela tombe à un moment clé. Alors que les chiffres de l'inflation s'étaient améliorés et que la Fed entamait un processus de normalisation des taux d'intérêt, avec l'objectif de stabiliser dans une fourchette plus favorable entre 2,75 et 3,5%. Mais alors, que se passera-t-il si la politique économique de Trump relance l'inflation? La Fed pourrait-elle mettre ce processus en pause, voire le renverser? Ces questions préoccupent les investisseurs, notamment depuis la dernière réunion de la Fed en 2024 où Jerome Powell a adopté un ton beaucoup plus hawkish que prévu. Pour l'instant, 2 baisses des taux d'intérêt sont programmées pour 2025 aux États-Unis. Après que la Fed, en décembre dernier, a abandonné l'idée d'une 3e baisse initialement prévue, de manière surprenante, les investisseurs sur le marché à terme semblent accepter ce scénario, ce qui est inhabituel car ils sont généralement plus optimistes. Si la tendance actuelle se maintient et que le nombre de réductions prévues continue d'être ajusté progressivement, il n'y a pas de raison de craindre un bouleversement majeur pour le moment. Une autre situation serait bien plus préoccupante. Si la Fed non seulement ne pouvait pas réduire les taux d'intérêt, mais se voyait contrainte de les augmenter en cours d'année en raison d'une éventuelle reprise de l'inflation. Alors là, les signaux d'alerte pourraient véritablement se déclencher.
C'est justement ce que semble anticiper le marché obligatoire, avec des taux directeurs actuellement autour de 4,25 à 4,5%. La hausse récente de la rentabilité des obligations américaines à 10 ans atteignait environ 4,8%. Paraît difficile à expliquer. Ce niveau touche les sommets observés il y a 20 ans, déjà atteints il y a seulement 6 mois, lorsque les taux directeurs oscillaient entre 2,25 et 5,50%. Un contexte où cette rentabilité élevée était pleinement justifiée. Les investisseurs se préparent-ils à une inflation plus forte? C'est presque comme si les investisseurs anticipaient une reprise de l'inflation et donc une éventuelle inversion dans la politique monétaire de la Fed. Et si ce scénario se réalisait, nous pourrions assister à un transfert des capitaux du marché des actions américaines vers celui des obligations. Après tout, il s'agirait d'un actif offrant une rentabilité proche de 5%, avec une sécurité quasi absolue. Des valorisations boursières à des niveaux historiques. Par ailleurs, les données statistiques sont également préoccupantes. Actuellement, le PER, le ratio entre le prix d'une action et le bénéfice généré par celle-ci, du S&P 500 s'élève à 30, soit presque le double de sa moyenne historique de 16. C'est un signal significatif car chaque fois que ce ratio a été atteint ou dépassé de tels niveaux, cela correspondait à des périodes d'irrationalité extrême sur les marchés. Ces moments se sont souvent terminés par des crashs majeurs avec des pertes avoisinant les 50% comme lors de l'éclatement de la bulle des dot-com. Un plafond invisible pour les marchés? Rappelle-toi, après l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000, les marchés ont mis plus de 10 ans à retrouver leur niveau d'avant-crise. Alors la question se pose, l'euphorie autour de l'intelligence artificielle ou le retour de Donald Trump pourrait-il créer un plafond de marché invisible qu'on ne voit pas encore? Pour ne rien arranger, JP Morgan a récemment publié un rapport affirmant que selon leurs prévisions, le S&P 500 ne progresserait en moyenne que de 3% par an au cours des 10 prochaines années. Alors c'est tout? On vend maintenant et on attend sagement 2030 pour revenir sur les marchés? Pas si vite. Rien n'est encore joué. De la même façon qu'on a vu les arguments positifs, il est temps de passer en revue les risques et les perspectives plus prudentes. Mais avant d'aller plus loin, si ce contenu te plaît, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, on parle d'actualité financière, on partage des idées et des opinions d'investissement pour que tu puisses gérer ton argent de manière maligne et avec une vision à long terme. Pourquoi le cycle haussier pourrait-il continuer? Il y a de solides raisons d'y croire. Même si parfois on a l'impression d'atteindre des sommets, que ce soit à cause des multiples de valorisation élevés ou de la hausse vertigineuse de certains actifs, il existe en réalité des fondamentaux qui justifient ces tendances. Et si ces fondamentaux perdurent, les hausses boursières pourraient bien continuer. Voyons ensemble deux raisons principales. Une meilleure santé financière des entreprises. L'indice S&P 500 actuel est composé d'entreprises d'une qualité nettement supérieure à celle des périodes précédentes, notamment lors des bulles de la tech des années 2000 ou de l'immobilier. Quand je parle de qualité, je parle de santé financière. Autrement dit, il s'agit d'entreprises moins endettées, avec des ratios de solvabilité parfois supérieurs à 2, ce qui leur permet de convertir plus efficacement leurs bénéfices opérationnels et leur EBITDA en flux de trésorerie libre, avec peu d'endettement et plus de productivité bien plus élevée. Un exemple concret, la dette d'NVIDIA ou d'Alphabet te paraît-elle excessive? En réalité, elle ne présente même pas un tiers de leur actif. En plus, leur flux de trésorerie libre ne cesse de croître. Cette tendance, bien que moins marquée dans certains cas, est valable pour l'ensemble de l'indice. La corrélation entre les bénéfices prévus à un an et les valorisations du S&P 500 reste relativement cohérente. Certes, ces derniers mois après la victoire de Trump, on pourrait observer un léger décalage, mais tout dépendra de la capacité des entreprises à respecter les atteintes ambitieuses des produits. Autrement dit, grâce à des états financiers beaucoup plus solides, il est logique que les multiples de valorisation soient plus élevés et plus exigeants. Cela s'explique principalement par la transformation de la composition de l'indice S&P 500. Aujourd'hui, environ 50% des entreprises de l'indice sont des entreprises technologiques, souvent d'envergure mondiale. Ces entreprises, bien qu'intensives en capital, nécessitent généralement peu d'infrastructures réparties par continent. Parfois, une ou deux méga-usines suffisent, ce qui contraste avec les entreprises financières ou industrielles traditionnelles qui dominent l'indice il y a 20 ans. Ces dernières avaient besoin d'une main-d'œuvre abondante et d'installations lourdes, ce qui alourdissait leur structure économique.
Les entreprises technologiques, en revanche, bénéficient d'une structure plus légère et plus efficace. Ce modèle permet qu'une plus grande part des bénéfices soit redistribuée aux actionnaires ou réinvestie dans de nouveaux projets, renforçant ainsi leur potentiel de croissance. Mais ce n'est pas tout. La valorisation n'est pas si excessive. Comme on l'a mentionné plus tôt, le ratio PE du S&P 500 est actuellement proche de 30. Mais pose-toi cette question. Quelles entreprises ont vraiment tiré la croissance de l'indice ces 2 dernières années? Sans surprise, il s'agit des fameuses 7 magnifiques, les géants technologiques. Et si on les excluait de l'équation? Surprise, le ratio PE de l'indice tomberait autour de 15 à 16, soit en ligne avec sa moyenne historique. En fait, sans ces entreprises, la croissance du S&P 500 ces dernières années n'aurait même pas atteint les 2 chiffres. Rappelons que les entreprises qui composent aujourd'hui les indices comme le S&P 500 affichent des bilans nettement plus solides, avec de meilleurs ratios de solvabilité et sont beaucoup moins dépendantes des dépenses fixes liées à des infrastructures lourdes. Mais ce n'est pas tout. Une récente annonce du nouveau gouvernement ajoute encore à l'optimisme. Il a dévoilé son intention de stimuler la révolution de l'IA grâce au projet Stargate, un programme ambitieux doté d'un budget de 50 milliards de dollars financé en collaboration publique-privée avec des entreprises de pointe comme Oracle et Nvidia. Ce projet renforce l'idée que l'intelligence artificielle a encore beaucoup de potentiel de croissance et qu'elle continuera probablement à jouer un rôle clé dans la dynamique des marchés boursiers. Alors, que peut-on attendre de 2025? Je te rappelle que je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Mon objectif est de partager des informations et analyses basées sur des sources fiables pour t'aider à prendre des décisions éclairées. Cependant, ce n'est qu'une option personnelle et je t'encourage à faire tes propres recherches avant d'investir. Comme nous l'avons vu, il existe des risques, c'est vrai. Mais en regardant de plus près, il ne semble pas aussi inquiétant qu'il pourrait le paraître si on s'arrêtait uniquement au ratio de valorisation globale. Cela ne signifie pas que 2025 sera forcément une année exceptionnelle. Ce que cela veut dire, c'est que tant que la politique économique de Trump ne provoque pas une flambée incontrôlée de l'inflation ou qu'elle reste sous contrôle au niveau actuel, sans même atteindre l'objectif idéal des 2%, la Fed n'aura pas besoin de revenir sur ses politiques de base des taux. À terme, cela pourrait entraîner une baisse de la rentabilité de la dette obligatoire et peut-être une continuation de la hausse des marchés actions. Mieux encore, si l'inflation diminue plus rapidement que prévu et que les attentes d'une Fed réduisent ses taux, plus de 2 fois en 2025 se concrétisent et pouvant même envisager une croissance à 2 chiffres sur les marchés. Cela serait amplifié par la baisse d'impôts à venir et les premières mesures de dérégulation déjà initiées par Trump dès son retour au pouvoir. Cependant, si un scénario inflationniste se concrétise dans les mois à venir, comme certains investisseurs semblent le prévoir, on pourrait alors assister à des replis sur les marchés actions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec une rentabilité proche ou supérieure à 5 sur les obligations, de nombreux investisseurs préfèrent opter pour la sécurité. Si toi aussi tu crois que le retour de Trump à la Maison-Blanche apportera encore plus de dynamique au marché, je te laisse en description 2 ETF indexés sur S&P 500 et au Nasdaq pour que tu puisses aussi bénéficier de cette croissance. Penses-tu que la bourse a encore du potentiel malgré des valorisations élevées? Partage ton opinion dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.